Hi everyone and welcome. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rejoints par le professeur Sayed Mohammad Marandi, qui a également été conseiller auprès de l'équipe iranienne de négociation sur le nucléaire. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Welcome back to the program. Merci Glenn. Merci beaucoup de m'avoir invité. Yeah, I was gonna say how is it going there, but I guess it must. Oui, j'allais justement demander comment ça se passe là-bas. Yeah, quite stressful. Mais j'imagine que ça doit être, Middle of a war. oui, So you're assez here in stressant Tehran at en the pleine moment, guerre. and, it looks as if the- Donc, tu es à Téhéran en ce moment, et il semble que la nature de la guerre pourrait changer. C'est-à-dire que les États-Unis laissent plus ou moins entendre qu'ils vont rejoindre la guerre assez rapidement. Encore une fois, ils gardent le ton ambigu habituel, laissant planer le doute. Mais étant donné qu'Israël est en difficulté et que ses défenses aériennes semblent s'épuiser, il paraît très probable que les États-Unis vont entrer en guerre. J'imagine que Trump a abandonné toute prétention selon laquelle ce ne serait pas la guerre de l'Amérique. Lorsqu'il dit « nous exigeons la reddition totale de l'Iran », cela ne correspond vraiment pas à l'idée que ce serait la guerre d'Israël. Alors, comment analyses-tu la situation concernant la prise de position plus directe des États-Unis? Well, life in most of Iran is normal. At the beginning of Eh bien, la vie dans la plupart de l'Iran est normale. Au début de cette guerre non provoquée, cette guerre conjointe entre les États-Unis et Israël, le gouvernement et l'administration à Téhéran ont permis à de nombreux employés de l'État, à la plupart d'entre eux, de travailler à domicile afin qu'ils puissent quitter la ville s'ils le jugeaient nécessaire. Ainsi, Téhéran est devenu beaucoup moins encombré ces derniers jours. Par exemple, ici à Press TV, le bâtiment est vide et j'ai l'autorisation de l'utiliser car c'est le seul endroit où la connexion Internet est suffisamment bonne pour que je puisse faire ces interviews. Mais Press TV reste active. Ils sont dans un autre endroit, protégé. But Press TV is still active. They are in a different place, a protected place, and they're employed. The structure in which the country is working. Et la structure dans laquelle le pays fonctionne actuellement a changé, mais elle fonctionne. Et le moral est élevé parce que les gens se sont unis. L'Iran a toujours été un pays uni, mais il l'est bien plus qu'auparavant. Il s'agit d'un acte d'agression manifeste. Après la frappe, les Européens et les Américains ont soutenu l'agression. Après l'attaque contre des installations nucléaires qui sont régulièrement surveillées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et la menace de contamination radioactive, l'Occident a continué de soutenir l'agression. Donc pour les Iraniens ordinaires, c'est scandaleux. Et je pense que cela a prouvé quelque chose aux libéraux iraniens qui penchaient vers l'Occident ou qui pensaient que l'Occident, c'est-à-dire les régimes occidentaux, l'établissement politique, pouvait être raisonnable, que certaines choses n'étaient que des malentendus. Speak with the West that some things are just misunderstandings, and if we're flexible, they'll behave more reasonably. Et si nous faisons preuve de flexibilité, ils se comporteront de manière plus raisonnable. Je pense qu'il leur a été prouvé que l'establishment politique en Occident est complètement irrationnel. Ils n'ont aucune ligne rouge. Ils sont génocidaires. Ils sont meurtriers. Mais pour la majorité de la population iranienne, c'est ce à quoi ils s'attendaient. Nous avons pu constater au cours des 20-21 derniers mois à Gaza le génocide et les frappes génocidaires au Liban et la manière dont ils utilisent Daesh et Al-Qaïda en Syrie. Pour la plupart des Iraniens, cela ne fait que renforcer leur détermination. Mais pour beaucoup d'autres, une minorité significative, disons, cela a, comment dire, cela a fracturé leur vision du monde d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. In a way which I have not seen before. Yeah, I heard similar things from J'ai entendu des choses similaires venant de la Russie auparavant, à savoir que, pendant la guerre froide, personne ne croyait vraiment les autorités soviétiques lorsque celles-ci affirmaient que l'Occident préparait une agression contre eux. Mais aujourd'hui, ils y croient, en fait. Donc je pense que ce que vous soulignez aussi, c'est que les pays occidentaux ont, selon moi, perdu une grande partie de leur crédibilité.
Et comme vous le suggérez, la réaction naturelle est alors une plus grande unité au sein de l'Iran. Quelle forme prendrait la dissidence aujourd'hui? S'agirait-il de soutenir une attaque contre leur propre pays, de détourner le regard face à un génocide ou de soutenir une attaque contre des réacteurs nucléaires? Je comprends pourquoi cela pourrait être un facteur d'unification pour les Iraniens. Mais que se passe-t-il réellement sur le terrain? Parce que bien sûr, nous voyons quelques images sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information donnent leur propre version. Mais il est assez évident que l'Iran et Israël se frappent mutuellement avec force à coups de missiles. Les Israéliens ont désormais mis en place des restrictions très strictes. Ils n'autorisent pas la diffusion d'images. Mais, encore une fois, il y a des limites à ce qu'on peut contrôler. Donc, selon vous, depuis Téhéran, que se passe-t-il sur le terrain? Eh bien, les Iraniens frappent très durement le régime israélien. Il faut se rappeler que les missiles iraniens ont de très grosses ogives, et les dégâts qu'ils causent sont bien supérieurs à ceux des missiles du régime israélien ou des drones qu'ils utilisent. Les drones sont généralement petits, les missiles ont une ogive plus grande, mais les ogives des missiles iraniens sont très volumineuses, et les dégâts qu'elles provoquent sont énormes. Les Iraniens arrêtent beaucoup de personnes. Évidemment, le régime israélien recrute des gens depuis de nombreuses années. Beaucoup d'entre eux viennent de la communauté des réfugiés afghans. Ils sont des millions en Iran. Mais bien sûr, la plupart des Afghans n'ont rien à voir avec tout cela. Mais cela montre simplement qu'ils ont ouvert la frontière. L'Afghanistan est détruit grâce aux États-Unis et aux 48 années de destruction qu'ils ont infligées au pays. Certaines de ces personnes sont désespérées et pauvres. Et les gens désespérés font parfois des choses très honteuses. Mais beaucoup de personnes sont arrêtées. Les Afghans eux-mêmes informent la police, et de nombreux Iraniens ordinaires sont également impliqués. Ils sont arrêtés, et la population est très active. Dès que quelqu'un remarque quelque chose de suspect, il va prévenir la police ou les services de renseignement. Dans les petites villes, la population se rend autour des bases militaires, inspecte les terrains et cherche des dispositifs qui pourraient avoir été installés. Donc vous voyez, la population s'est mobilisée pour défendre le pays. Mais aussi, beaucoup de drones viennent de l'extérieur, ils viennent d'Irak, certains de Syrie, et certains disent qu'ils viennent aussi de la République d'Azerbaïdjan. Je n'en suis pas sûr, cela ne me surprendrait pas. Mais en tout cas, les défenses aériennes de l'Iran, après les premières heures où l'Iran n'était pas préparé, apparemment, il y a eu... Comment dit-on en anglais? Ils ont réussi à perturber les défenses aériennes grâce à la guerre électronique au début et en piratant certaines parties des systèmes dans différentes zones. Mais cela a été résolu après les premières heures de la guerre. Et bien sûr, les missiles passent. L'Iran essaie de neutraliser les capacités de défense aérienne israéliennes. Donc il joue vraiment avec les Israéliens. Dans l'ensemble, je pense que les choses se passent bien pour l'Iran et très mal pour le régime israélien. C'est pourquoi Trump est maintenant entraîné dans cette affaire. Et il pousse vers, ou on le pousse vers, un conflit direct avec l'Iran. Maintenant, le garde est venu ici et a toussé, disant que je devrais arrêter, mais ne vous en faites pas. Vous pouvez supprimer ce petit passage. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je pense qu'en général, la situation de l'Iran est meilleure. Les commandants qui ont été assassinés le premier jour, ce qui n'était pas un grand exploit de la part des Israéliens, beaucoup d'entre eux ont été bombardés chez eux, et leurs domiciles ne sont pas secrets. Ce sont des citoyens en Iran. C'est comme, vous savez, quelqu'un. Donc, ils ont bombardé des immeubles entiers, massacrant tout le monde à l'intérieur, pour tuer quelques personnes, massacrant femmes et enfants.
C'est ce qu'ont fait les Israéliens. Murder a couple of people, slaughtering women and children. That's what the Israelis did. Ils ont également assassiné un professeur d'IA en Iran. Ils ont assassiné des gens. Ils ont fait exploser des voitures sur les autoroutes. Rien qu'hier, 2 familles ont été anéanties. Dans une voiture, il y avait une femme sur le point d'accoucher. Elle était enceinte de 8 mois et demi. Voilà ce que font les Israéliens. Et beaucoup de drones sont abattus. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes sont arrêtées. Leur défense fonctionne bien. Mais bien sûr, c'est la guerre. Et le régime israélien bénéficie du soutien total des États-Unis, des Britanniques et de l'Occident pour mener cette offensive. Les forces dans notre région, en Turquie, qui sont contrôlées par les États-Unis, en Turquie, au Qatar, à Oman, à Bahreïn, aux Émirats et ailleurs, elles sont aussi au Koweït. Ils sont également utilisés. Eh bien, les États-Unis ont des bases, je ne sais pas s'ils ont des radars au Koweït, mais toutes sont utilisées à la fois pour la défense, pour aider le régime israélien à la fois en défense et en attaque. Et bien sûr, les Américains, les Britanniques et d'autres essaient activement d'abattre les missiles iraniens. Ce sont eux qui font le plus gros du travail en matière de défense israélienne. Et bien sûr, la Jordanie permet à Israël et aux Américains d'utiliser son espace aérien. Donc c'est essentiellement l'Iran contre l'Occident collectif. Et les régimes régionaux sont globalement dans le camp américain, que ce soit la Turquie, le Qatar, les Émirats ou les Saoudiens. Beaucoup d'entre eux ne souhaitent probablement pas être dans le camp américain dans la situation actuelle, mais ils sont liés aux États-Unis. Je voulais également poser une question sur les cibles de l'Iran, car j'ai vu non seulement des frappes sur les dépôts de carburant à Haïfa, mais aussi ce matin que la bourse israélienne avait été touchée. La priorité est-elle à la fois la pression militaire et économique? Qu'est-ce que l'Iran vise exactement? Eh bien, le régime israélien, comme je l'ai dit, frappe des hôpitaux. Ils ont frappé un hôpital à Kermanshah. Ils ont frappé le bâtiment du Croissant Rouge à Téhéran hier. Donc, ils ciblent des civils. Ils ciblent des infrastructures civiles. Et l'Occident, bien sûr, reste totalement indifférent à tout cela. Mais ce que veulent les Iraniens, c'est frapper leur économie et leur armée. Les Iraniens veulent s'assurer que le régime israélien, regrette cette guerre et que les personnes influentes du régime, les riches et les puissants, soient celles qui paient le vrai prix, afin qu'elles forcent le régime et leurs amis au sein du régime à y mettre fin. Mais l'Iran est déterminé à ne pas apaiser les États-Unis, ni le régime israélien. Et ils sont résolus à s'assurer que les Israéliens soient vaincus dans cette offensive. Cela pourrait prendre beaucoup de temps. Et bien sûr, si les Américains s'impliquent, cela deviendra une guerre bien plus meurtrière. Mais cela aura d'énormes répercussions pour le monde. La capacité de l'Iran à frapper les États-Unis est bien supérieure à sa capacité à frapper le régime israélien. Pour frapper le régime israélien, il faut utiliser des drones et des missiles longue portée. Le golfe Persique, si l'on regarde la carte, n'est pas très large, il est plutôt long. Et les Iraniens contrôlent un côté de celui-ci. C'est pourquoi on l'appelle le golfe Persique. L'Iran possède donc de nombreuses bases souterraines de drones et de missiles à travers le golfe Persique et profondément à l'intérieur du pays. Il se prépare à une attaque américaine depuis plus de 20 ans, surtout depuis l'invasion de l'Irak. L'Iran est donc bien mieux préparé à se défendre contre les États-Unis et contre le régime israélien. Le régime israélien n'est qu'un spectacle secondaire. Ils ne sont pas si importants. La véritable menace, ce sont les États-Unis. Israël sans les États-Unis n'est rien. Nous le voyons aujourd'hui. Mais les États-Unis
ont leur base dans des dictatures familiales riches en pétrole et en gaz à travers le golfe Persique. Family dictatorships across the Persian Gulf. And Iran will carry out decisive action. Et l'Iran prendra des mesures décisives dans les prochains jours, ce qui va évidemment conduire à une catastrophe pour l'économie mondiale. Ce sera une catastrophe partout. Personne ne sera épargné. Je pense que cela changera la face du monde. L'économie mondiale sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que des dizaines, voire des centaines de millions de personnes seront en mouvement. Je pense que ce sera bien pire que la Grande Dépression du siècle dernier, lorsqu'il n'y aura plus de pétrole ni de gaz. Il ne s'agit pas seulement du pétrole et du gaz du golfe Persique. Cela concerne aussi l'Asie occidentale, le Caucase. Je pense que cela prendra fin. Donc espérons que Trump ne fera pas cette erreur stupide. So, hopefully Trump will not make that stupid move. He is a fool. We see how he talks like he doesn't even speak. C'est un imbécile. On voit comment il parle. Il ne parle même pas comme un chef de la mafia. Il parle comme un voyou. Eh bien, c'est un voyou. Mais si vous comparez son langage à celui de l'ayatollah iranien Khamenei et que vous voyez comment il répond, vous constatez la différence totale. L'ayatollah Khamenei parle avec éloquence, politesse, mais avec une grande fermeté. Trump parle comme un gangster d'un quartier quelconque. Voilà la fracture. Et je ne crois pas une seconde que les Américains vont gagner. Je ne crois pas que le régime israélien va gagner. Ce sont des jours douloureux pour les Iraniens, mais nous irons jusqu'au bout. These are painful days for Iranians, but we will see this through. That takes me nicely to... Cela m'amène justement à ma prochaine question, à laquelle vous avez en grande partie déjà répondu, à savoir, dans quelle mesure l'Iran est-il préparé à une attaque des États-Unis? Parce que vous n'avez mentionné que quelques cibles possibles. Mais je me demandais, quelle est la probabilité que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz? Non seulement, je suppose, pour perturber une partie de l'activité économique, mais aussi pour plonger une grande partie du golfe Persique dans une sorte de chaudron, quels que soient les navires américains qui y resteraient. Quelles sont les réflexions à ce sujet? Et pensez-vous que cela soit probable si les États-Unis attaquent? Et juste une question supplémentaire. Jusqu'où l'Iran pourrait-il frapper des cibles américaines? Serait-il possible, par exemple, de frapper la base militaire sur l'île de Diego Garcia? Jusqu'où l'Iran irait-il? Où pourrait-il aller? Would Iran go? Or can go? Well, Iran has capabilities that Eh bien, l'Iran dispose de capacités que personne ne connaît. Et je pense que les Américains et les Israéliens ont déjà reconnu qu'ils avaient sous-estimé l'Iran. Cela montre les limites du renseignement américain et israélien. Ils prétendent tout savoir, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il ne s'agit pas seulement de fermer le détroit d'Ormuz. Si les installations pétrolières et gazières sont détruites ou gravement endommagées, il n'y aura plus de pétrole ni de gaz à faire passer par le détroit d'Ormuz. Si les pétroliers sont coulés, gravement endommagés ou détruits, il n'y aura plus de pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, si le détroit d'Ormuz est également fermé, alors tout sera terminé pour des années. Il faut aussi garder à l'esprit que les États-Unis ont perdu face au Yémen, et le Yémen a la capacité de fermer la mer Rouge. Ils ont dit qu'ils le feraient si les États-Unis déclenchaient la guerre. And they said they will do this if the United States initiates war. So if the United States cannot defeat Yemen, if they couldn't defeat Donc, si les États-Unis n'ont pas pu vaincre le Yémen, s'ils n'ont pas réussi à les vaincre à l'époque, comment vont-ils y parvenir maintenant, alors qu'ils sont occupés à combattre l'Iran? Ainsi, la mer Rouge sera fermée, le golfe Persique sera fermé, ce sera la fin du pétrole et du gaz. Ce sera la fin de Trump, d'autant plus que le peuple américain est contre cette guerre. Même la majorité des républicains s'y opposent. On voit non seulement Candace Owens ou Tucker Carlson s'opposer activement aux sionistes et aux néoconservateurs, mais même Bannon se montre critique envers ces politiques. Et si Trump commet l'erreur stupide de lancer une agression, l'Iran, lorsqu'il ripostera très durement et que l'économie américaine s'effondrera, les Américains chercheront ceux qui ont causé la catastrophe. Ils les traqueront.
Je n'ai aucun doute que ce sera la fin de la présidence de Trump. I have no doubt that that will be the end of Trump's presidency. Well, I think you're right, Owen, in terms of. Eh bien, je pense que vous avez raison en disant que cela n'a pas été bien planifié. Je pense que les Américains et les Israéliens partaient du principe que les Israéliens pourraient lancer cette frappe de décapitation, que l'Iran serait submergé, et ils espéraient qu'il y aurait une révolte populaire et un changement de régime. Je suppose cela parce que maintenant que le conflit s'est transformé en une guerre d'usure, on voit qu'Israël n'est pas bien préparé. Encore une fois, il commence à manquer de défense aérienne, et les États-Unis n'étaient pas vraiment prêts non plus, puisqu'ils doivent déplacer beaucoup de leurs capacités vers la région. Mais comment l'Iran reçoit-il de l'aide de la part de ses alliés? Vous avez mentionné le Yémen tout à l'heure, qui bien sûr vient tout juste de terminer une guerre avec les États-Unis. Y a-t-il un soutien venant des alliés traditionnels ou nouveaux de l'Iran? Iran's traditional or new allies? Well, in Eh bien, across the region, dans toute la région, l'axe de la résistance est prêt pour la prochaine étape. the next stage. Et cela inclut l'Irak. That includes La situation en Syrie, bien sûr, est littéralement en train de s'effondrer, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la Turquie ou Israël. Erdogan et Netanyahou sont à la fois ennemis et amis. L'Iran, contrairement au passé, et vous avez lu l'histoire, vous êtes un érudit de haut rang, donc vous le savez, et je ne veux pas vous ennuyer avec cela. Mais dans les années 1980, l'Iran était très isolé. Lorsque Saddam Hussein, à la demande des deux blocs, a envahi le pays, ils lui ont tout donné. at the behest of both blocs invaded the country. They gave him everything. Missiles, jets, chemical weapons, Missiles, avions de chasse, armes chimiques, soutien politique, aide économique. Les dictatures arabes du Golfe Persique lui ont donné 200 milliards de dollars à l'époque, ce qui représenterait aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être 800 ou 900 milliards de dollars, pour faire la guerre au peuple iranien. L'Iran était complètement isolé à l'époque, et pourtant, il a tenu bon. Il a vaincu à la fois le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest en parvenant à préserver sa souveraineté. Et Saddam Hussein a fait faillite. C'est pourquoi il a envahi le Koweït, son propre allié, qui avait aidé à financer la guerre contre l'Iran. Et bien sûr, après l'effondrement de l'Union soviétique et le moment unipolaire, les États-Unis ont pu encercler l'Iran pendant une très longue période, surtout après l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. especially after the Mais aujourd'hui, les choses ont changé. L'Occident est isolé, il est marginalisé, il est en déclin économique. isolated, it's marginalized, it's declining economically, its political clout has been wrecked, its soft Son influence politique a été anéantie, son soft power détruit. Elle s'est surmenée sur plusieurs fronts, que ce soit la Chine ou l'Ukraine. La guerre en Ukraine continue. C'est une guerre lourde, mais elle n'est plus tellement dans l'actualité. Et le Sud global émerge. Ainsi, l'Iran a aujourd'hui de nombreux amis. Il a la Chine, il a le Brésil, il a la Russie. Les pays des BRICS entretiennent de très bonnes relations avec l'Iran. Je pense qu'à travers la région et dans le monde entier, l'Iran devient très populaire. L'Iran est perçu par des personnes qui croyaient autrefois à la propagande anti-iranienne, comme le protecteur du peuple palestinien, comme le défenseur de l'Asie de l'Ouest contre le racisme, la suprématie ethnique, la brutalité et la domination occidentale. Donc, la situation est très différente aujourd'hui. C'est précisément pour cela que Trump veut s'impliquer. Oui, parce que rien ne se passe comme prévu. Trump wants to get involved because nothing is going according to plan. So he wants to, so obviously, Donc, il pense évidemment que si le régime israélien échoue, et il échouera, ce sera catastrophique pour l'impérialisme occidental et la domination occidentale. Mais ils ont sous-estimé l'Iran. Ils ont sous-estimé la résilience du peuple iranien, de la culture iranienne, en particulier de la culture religieuse iranienne. Vous êtes allé en Iran. La culture chiite de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, qui a été martyrisé à Karbala lorsqu'il a refusé l'humiliation face aux despotes de l'époque, lui et sa sœur. Le rôle qu'ils ont joué dans le soutien aux opprimés et aux marginalisés,
C'est un thème majeur dans la culture iranienne. Et donc, ces jours-ci, on parle beaucoup de l'imam Hussein à Karbala. Mais aussi, l'Iran a enfin selon à qui vous demandez, l'Iran a plusieurs milliers d'années de civilisation. Et pour les États-Unis, ou Trump, ou ceux qui lui ressemblent, de simplement rejeter cela et de parler de l'Iran avec mépris, cela ne fera que rendre les Iraniens plus résilients et plus déterminés à le vaincre. Les Américains et les Israéliens ont échoué à tous les niveaux. L'Occident collectif a échoué à tous les niveaux. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule guerre qu'ils mènent. Donc je suis optimiste, même si ce sont des jours douloureux. Il est difficile de regarder des images d'enfants iraniens morts, de femmes assassinées et d'hommes tués alors qu'ils faisaient simplement leur travail en préparant des pâtisseries. C'est douloureux, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le problème, Glenn, n'a jamais été le programme nucléaire. The issue, Glenn, has never been the nuclear program. It's never been human rights or terrorism. Il n'a jamais été question de droits de l'homme, de terrorisme ou de quoi que ce soit d'autre. Tout cela n'est que des prétextes. Oui, si l'on parle de droits de l'homme, c'est l'Occident qui est criminel. Si l'on parle de terrorisme, c'est l'Occident qui est terroriste. En ce qui concerne le programme nucléaire, ce sont les États-Unis qui possèdent des armes nucléaires. L'AIEA n'a aucune preuve que l'Iran construit des armes nucléaires. Tout cela concerne le soutien de l'Iran aux Palestiniens et au peuple de Gaza. Et parce que l'Iran et ses alliés, le Yémen par exemple, restent fermes face à cet holocauste. Voilà le vrai problème. Si l'Iran abandonne la Palestine, s'il abandonne le peuple palestinien, tout ira bien. Désolé, je n'ai pas du tout dormi et mon anglais n'est pas parfait. Sorry, I have not slept at all, and my English isn't perfect anyway. No, of course. Non, bien sûr. Ça m'amène à ma dernière question, à savoir, où voyez-vous une issue possible ici? Parce que j'imagine que l'une de mes préoccupations, c'est que les États-Unis se sont enfermés dans une position rhétorique. C'est-à-dire que Trump a déclaré qu'il n'accepterait qu'une reddition totale de l'Iran. Ce qui revient en fait à s'engager dans une guerre sans fin, car l'Iran ne va pas se rendre. Donc cela semble absurde, mais dans une guerre où non seulement Israël est en difficulté, mais où les États-Unis ont aussi des capacités limitées. En effet, ils redirigent certaines défenses aériennes loin de l'Ukraine parce qu'ils en ont besoin pour combattre l'Iran. Eh bien, que se passe-t-il si les États-Unis commencent eux aussi à souffrir, que leurs actifs sont détruits et qu'ils n'ont finalement pas la puissance de frappe qu'ils pensaient avoir? Parce que d'un côté, on n'imaginerait pas que l'Iran souhaite infliger 2 humiliantes défaites aux Américains, ni aux Israéliens. Si vous rendez les Israéliens trop désespérés, ils pourraient par exemple recourir à l'arme nucléaire. Encore une fois, je sais qu'en ce moment l'Iran est bombardé et souffre. J'imagine que la souffrance d'Israël n'est pas la priorité principale, mais simplement d'un point de vue stratégique. Comment voyez-vous un scénario de sortie qui se terminerait de façon préférable pour l'Iran? Eh bien, vous savez, votre question même, Glenn, révèle quelque chose de très important, à savoir à quel point les régimes des États-Unis et d'Israël, les régimes occidentaux, sont barbares. Le simple fait que vous puissiez envisager qu'ils utilisent des armes nucléaires montre qu'ils n'ont aucune limite. Rappelez-vous, ils mènent un holocauste à Gaza depuis plus de 20 mois maintenant, et ils soutiennent Israël sans aucune honte. Et en ce moment, la raison pour laquelle ils sont si enthousiastes à soutenir Israël, et les médias occidentaux parlent de la sophistication du régime israélien, de leurs renseignements, de leurs forces aériennes et du Mossad. Et vous avez vu, pendant le premier ou le deuxième jour, ils inventaient toutes ces histoires sur le Mossad ayant des bases en Iran. Tout était fabriqué. Mais ils voulaient changer le débat. Ils voulaient que Gaza soit oublié et repartir à zéro, puis décrire le régime sioniste d'une autre manière, en insistant sur sa sophistication,
sur la façon dont leurs services de renseignement trouvent où se trouvent ces commandants et les assassinent. Ils ne disent pas que ces personnes sont chez elles, comme tout le monde, dans des quartiers. Les gens savent où elles vivent. Elles ont des voisins, elles passent à la télévision, ou ce sont des scientifiques, des universitaires, des professeurs. Ils les assassinent avec leurs familles, leurs voisins, leurs enfants et les enfants de leurs voisins. Ils ne le disent pas. Ils veulent changer le récit, faire oublier aux gens l'Holocauste à Gaza, parce que le monde s'est retourné contre le régime et contre l'Occident. Alors ils veulent d'une certaine manière montrer Israël sous un jour positif maintenant. Ils n'ont pas de ligne rouge, c'est vrai. Mais l'Iran sait que céder au régime américain, céder à Trump, céder à ces terroristes ne fera qu'empirer les choses. L'Iran ne veut pas que la guerre s'étende. Et si l'Iran veut frapper le régime israélien beaucoup plus durement, il peut le faire très facilement. Je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte en ce moment. Les Iraniens jouent et ils forcent la situation. Et vous savez, pour chaque missile que les Iraniens tirent sur le régime israélien, les Israéliens et les Américains dépensent 20 fois plus que l'Iran, rien que pour essayer d'abattre ces missiles, et échouent pour la plupart. Donc c'est une guerre très coûteuse pour eux. Et à cet égard, c'est un peu comme l'Ukraine. C'est beaucoup plus coûteux pour l'Occident que pour la Russie. It's much more costly for the West than it is for Russia. And it is also interesting, by the way, that Et il est également intéressant d'ailleurs de voir comment ils traitent l'Ukraine. L'Ukraine, ils l'ont sacrifiée, ils l'ont détruite, ils l'ont ruinée, et maintenant ils la jettent comme un... Eh bien, il y a un mot pour cela en persan, mais je ne connais pas l'équivalent en anglais, comme un chiffon sale. Et ensuite, ils déplacent toute leur attention vers Israël. Donc cela revient à dire au monde et au peuple ukrainien qu'après tous les sacrifices que vous avez faits pour l'Occident, ils ne se soucient pas de vous. Vous n'êtes rien pour eux. Vous ne valez rien à leurs yeux. Et maintenant, ils vont simplement aller défendre leur... Qui vont-ils défendre? Ce régime ethno-suprémaciste, raciste, qui commet un génocide. Voilà à quoi l'Iran est confronté. Et vous avez laissé entendre qu'ils n'avaient pas de ligne rouge, mais l'Iran ne leur permettra pas d'atteindre aucun de leurs objectifs. Eh bien, tout à l'heure, j'ai dit que les États-Unis n'étaient pas vraiment bien préparés à cela. Et j'ai mentionné les capacités qui n'avaient pas été anticipées. Mais il semble aussi qu'un problème clé avec une attaque surprise de nos jours, c'est qu'ils n'avaient pas préparé le récit, car il est très important de rallier l'opinion publique avec un bon récit que l'on construit sur la durée. Vous savez, avec Bush et les armes de destruction massive, tout cela, les gens ont été convaincus sur une longue période. C'est pareil, bien sûr, avec les Russes. Mais avec l'Iran, je pense que cela n'a pas vraiment été fait. D'ailleurs, le chef de l'IAEA a déclaré que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Des personnes comme Tulsi Gabbard ont témoigné encore en mars, affirmant que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Et Trump, lui-même, disait qu'on pouvait conclure un accord, qu'on était proche d'un accord, puis il a soudainement lancé une attaque en pleine négociation. C'est efficace comme attaque surprise pour prendre les Iraniens au dépourvu. Mais en termes de construction d'un récit, je pense que c'était une erreur. Comme vous l'avez dit, ils ont perdu des soutiens comme Tucker Carlson, Bannon et d'autres, tous bords confondus. Donc je pense que cela pourrait être un énorme problème pour les Américains. Je n'ai vu qu'aujourd'hui dans The Guardian un article qui se demandait pourquoi l'Europe s'impliquait là-dedans. Pourquoi nous rejoignons les Américains en soutenant d'abord un génocide à Gaza. Et maintenant, nous n'allons même pas avoir la moindre critique, aucune condamnation d'une attaque surprise contre l'Iran, d'attaque contre des réacteurs nucléaires. Je veux dire, c'est vraiment de la folie. Cela me donne tout de même un peu d'optimisme, car encore une fois,
quand on parle de l'Occident, je pense que les gouvernements sont clairement du côté des États-Unis, mais parmi la population, il y a des gens qui voient que c'est injuste, que le récit ne tient plus. Ce n'est pas beaucoup d'optimisme quand on est en pleine guerre, mais au moins, on a l'impression que quelque chose pourrait changer ici. Quoi qu'il en soit, professeur Marandi, merci beaucoup et prenez soin de vous. Vous devriez probablement quitter les bureaux là-bas. Merci encore pour votre temps. Merci beaucoup. Juste un dernier point, c'est que, précisément pour les raisons que vous avez mentionnées, qui sont tout à fait exactes, il existe en Iran une forte conviction que le régime israélien ou leurs alliés à Washington pourraient mener une sorte d'attaque sous faux drapeau afin de changer l'ambiance et de convaincre l'opinion publique de changer de direction. C'est donc quelque chose que nous surveillons de près. Mais il y a cette croyance que nous pourrions assister à une opération sous faux drapeau dans les prochains jours. C'est possible. Personne n'en est certain, mais c'est ce que beaucoup estiment tout à fait plausible. J'aimerais également ajouter que, fondamentalement, la politique américaine et occidentale, au cours des 20 ou 21 derniers mois, les a exposés au monde de manière si flagrante que tous leurs discours anti-iraniens qu'ils construisent depuis plus de 40 ans, ainsi que ceux de leurs alliés régionaux, comme le Qatar et l'Arabie saoudite, à travers toutes ces chaînes de télévision et centres médiatiques wahhabites et salafistes, ont été démasqués. Il y a toute cette propagande anti-iranienne qui a circulé dans toute la région. Tout cela est en train de disparaître très rapidement. Ils se sont démasqués et leurs alliés dans la région se sont également démasqués. La Turquie. Erdogan continue d'exporter du pétrole, de transporter du pétrole vers Netanyahou. Il fait du commerce. Tout le monde a été exposé. Et cela, je pense, est probablement l'aspect le plus catastrophique de ces 2 dernières années. L'empereur est nu, et les alliés de l'empereur le sont aussi. Les gens sont témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Eh bien, dans les années 90 et au début des années 2000, le grand débat académique portait sur le soft power américain. Comment il avait tellement investi dans le soft power qu'il n'avait pas besoin d'utiliser la force, car le pouvoir d'attraction, les valeurs et les idées suffisaient à rallier les gens. Je pense qu'on peut dire sans risque que tout cela a été complètement abandonné. Et concernant l'attaque sous faux drapeau, j'ai remarqué que cela avait également été suggéré par Ray McGovern. Encore une fois, il a passé 27 ans à la CIA, il a aussi présidé les National Intelligence Estimates, et c'était lui qui faisait le briefing quotidien du président Reagan chaque jour. Il pense aussi qu'il y a une réelle possibilité que cela se produise, car on ne peut pas vraiment ignorer le besoin ou l'importance du contrôle du récit. Le récit a été complètement perdu ici. Personne n'est aux commandes. Je pense que le fait que Trump n'ait même pas le soutien de sa propre base est un bon indicateur de cela. Quelque chose ne va pas du tout, tant sur le plan militaire qu'en matière de contrôle du récit. Je pense que les 2 camps de la guerre font de graves erreurs. Donc tu pourrais avoir raison. Oui, c'est une crainte ou une prédiction. Mais en tout cas, Sayed, encore merci pour ton temps et prends soin de toi. Merci. Bonne journée. Pareillement. Have a good day. Likewise.